Aujourd'hui. Donc, je m'appelle Jean-Louis, F5DJL. Je suis absolument ravi, au nom du club et de l'ensemble des gens qui ont participé à cette journée, de vous accueillir. Juste quelques points de logistique très simples. Les accès, donc, vous les avez vus, il y en a deux, à chaque extrémité de la salle. Les toilettes sont juste là à gauche. Comme ça, vous avez la logistique la plus essentielle. Et puis, sur le déroulement de la journée, on vous donnera un peu plus d'informations au fur et à mesure. Mais il va y avoir donc ce matin principalement les présentations, cet après-midi des ateliers. Entre les deux, on essaiera de vous donner un petit peu à manger, pour ceux qui le souhaitent. Voilà, je ne vais pas me faire beaucoup plus long. Je voudrais remercier toute l'équipe qui a aidé à organiser cette journée. Vous pouvez nous connaître avec des petits badges blancs. Donc si vous avez des questions sur l'organisation, n'hésitez pas à demander au petit badge. Et puis je vais tout de suite passer la parole à Sylvain, non sans le remercier. Alors Sylvain n'est pas, vous le connaissez sans doute, pas beaucoup d'entre vous le connaissent, mais Sylvain habite la région parisienne. Et il va se présenter lui-même. On en a discuté hier, on s'est dit qu'il serait mieux servi par lui. Donc je suis ravi d'accueillir Sylvain et je lui passe la parole. Bonne journée à tous. Merci. Est-ce que vous m'entendez correctement? Oui. Ok. Donc je suis Sylvain, F4GKR. Donc comme le veut la tradition ou l'usage, je vais me présenter assez rapidement pour vous expliquer un peu qui je suis et puis vous parler ensuite du cœur du sujet. Donc je vais commencer. Voilà, donc je suis Sylvain. Je vais vous dire quelques mots sur ce que je fais au niveau professionnel, ce sera juste après. Au niveau radio, comme j'ai décrit, j'en fais pas assez. Et puis j'ai des activités diverses et variées que j'ai résumées de façon assez sommaire. Simplement sur la partie logicielle de la SDR, j'aurai l'occasion d'en parler dans les minutes qui vont venir, donc je ne vais pas m'étaler. Donc juste très brièvement pour vous expliquer ce que je fais et pourquoi je peux vous parler un petit peu de SDR. Donc je travaille dans un organisme qui s'appelle l'ONERA, qui est un Office national d'études et de recherche aérospatiale. Alors vous connaissez sans doute pas l'ONERA. En revanche, il y a des photos que j'ai mises qui vont peut-être vous parler. La photo en haut à gauche, c'est l'émetteur du radar Grave, que vous connaissez peut-être. Donc qui est un radar de surveillance spatiale, qui est opéré par mon employeur. Et puis cette photo ici en dessous, c'est un autre radar, mais cette fois-ci qui fonctionne sur des fréquences un peu plus basses, qui s'appelle Nostradamus, qui fonctionne en HF. Donc juste, je ne vais pas détailler, mais juste pour vous illustrer un petit peu le truc, la galerie que vous voyez là en dessous, chaque bloc, c'est un amplificateur de puissance qui sort 2 kW, et sous chaque bloc, il y a une antenne. Ici, ça c'est des antennes décamétriques, et il y en a quelques dizaines d'antennes. Et vous voyez là les tunnels, donc c'est des tunnels enterrés, et sous chaque. Donc vous imaginez qu'il y a un petit peu de machin derrière. Et donc ça c'est en fait un système de réception numérique, une émission de réception numérique. Donc on fait du radar à très longue portée. Bon, celui-là vous le connaissez peut-être. Une autre illustration de ce qu'on fait, ici c'est un radar aéroporté, donc c'est un avion un avion militaire, un centre puissant d'essai en vol. On fait voler dessous des systèmes divers et variés. Et puis ce que vous voyez ici, c'est une antenne, c'est des antennes large bande qui sont sous un avion qui servent à faire de la mesure de l'écoute à large bande. Donc voilà un peu les domaines dans lesquels je travaille. Et puis il y a un labo à Supélec dans lequel je travaille également où on fait des choses, des antennes large bande, des choses diverses et variées. Donc c'est simplement pour vous montrer que la techno SDR, effectivement, c'est quelque chose qui est utilisé par les amateurs, mais pas que. Et évidemment, c'est aussi utilisé dans le domaine professionnel, j'en reparlerai après. Donc aussi, je fais des logiciels SDR, c'est aussi pour ça que je suis là. Donc je vous représenterai cela plus en détail plus tard. Donc ça, c'est le logiciel qui s'appelle Cloud SDR. On vous fera une démo cet après-midi, et j'aurai l'occasion d'en reparler. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous expliquer le contenu de la conférence, je vais commencer par pousser la table qui me gêne. Voilà. Donc je vais vous montrer 2-3 petites photos juste pour faire le teasing du début. Donc la question c'est est-ce que vous êtes capable de me dire qu'est-ce que c'est l'image de gauche et qu'est-ce que c'est l'image de droite? Alors le filtre de gauche, j'ai en partie répondu à la question. Celui de gauche ça vous parle, celui de droite ça vous parle moins déjà. En fait c'est la même chose. Donc l'idée, une des idées, l'idée de cette discussion ce matin, c'est de vous montrer que vous êtes familier de ça parce que c'est quelque chose qu'on a appris quand on bricole un peu, on a l'habitude de voir dans des schémas. Ça, c'est juste une représentation de la même chose en traitement des signaux. Donc ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple qui est ici, ça c'est un système de déphasage, c'est pareil. On est habitué à voir ça, et puis ça nous paraît exotique. Donc l'idée de ce qu'on va se parler ce matin, je ne vais évidemment pas détailler tout de A à Z, donc ça c'est clair, mais c'est de vous amener à vous dire que finalement, ce que vous connaissez dans le domaine analogique, ou ce que vous connaissez, ce que vous avez appris, vous n'êtes pas largué, vous n'êtes pas perdu, c'est juste un problème de représentation.
Donc c'est ce que je vais essayer de vous expliquer ce matin. Dans la façon dont on va fonctionner, je vous en prie, n'hésitez surtout pas à me couper la parole et à me poser des questions, parce que si on attend la fin pour faire les questions-réponses, ça ne va pas le faire. Donc, s'il y en a un qui a une question, n'hésitez pas. D'accord? Alors, dans ce qu'on va se raconter ce matin, mon objectif principal, c'est d'essayer de vous expliquer, avec des analogies, le principe de fonctionnement de la radio-logiciel et les grands principes de traitement du signal. Donc le but du jeu, c'est de démystifier. Je ne vais évidemment pas me partir dans un grand cours théorique, d'abord parce que je ne serais pas forcément capable de le faire en détail, et puis ensuite parce que ça ne tiendrait pas dans la matinée. Donc j'ai essayé dans la mesure du possible de faire des analogies avec des choses simples. Alors c'est pas un exercice facile, donc ceux dans l'audience, il y en a qui sont des grands spécialistes du traitement du signal, je vous prie de m'excuser, parce que je vais faire des raccourcis sur ces 2-3 trucs, mais ça permettra de présenter les choses à ceux qui ne connaissent pas. Donc vraiment l'objectif c'est de démystifier tout ça, c'est de vous permettre de comprendre comment ça fonctionne. Alors, donc ça veut dire qu'on va rentrer un petit peu dans le détail, et puis on va aussi faire la connaissance de gens, enfin de noms que vous connaissez peut-être, des messieurs qui s'appellent Shannon, des messieurs qui s'appellent Nyquist, des noms bizarroïdes, Fourier, Mitola, des gens qui disent qu'est-ce que c'est que ce truc. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que c'est. Alors, dans la présentation, moi je vais surtout vous parler de réception. Je ne vais pas détailler ce qu'on peut faire à l'émission, sachant que c'est un peu la même chose. Hein. Mais si on faisait et l'émission et la réception dans la journée, 3 heures ne seraient pas suffisantes. Et puis objectivement, la majorité des matériels que vous utilisez sont plutôt utilisés en réception. Je pense qu'il y a fort peu de gens, il y en a, je le sais, mais majoritairement vous utilisez des récepteurs numériques, des récepteurs SDR. Et en émission, vu qu'on a le droit en tant qu'amateur à des bandes relativement limitées en HF, on a des largeurs de bandes relativement limitées, finalement c'est pas très compliqué en réalité. Donc, de quoi on va causer? On va commencer par faire un petit peu une introduction. Donc je vais commencer par la chose la plus douloureuse, qui est la partie introduction au traitement du signal. L'idée c'est que vous venez de prendre un café, vous êtes réveillé, vous êtes frais. Donc on va commencer par les choses qui piquent, un petit peu. Et puis progressivement on fera des choses un peu plus légères, on va dire, sur la partie... Donc l'idée c'est que je vais commencer par vous parler de théorie. Vous expliquer pourquoi c'est fait comme ça. Qu'est-ce qu'il faut comme information. Une fois qu'on aura à peu près compris de quoi on a besoin, on va voir en pratique comment ça se traduit sur l'aspect logiciel, matériel, pardon, pour commencer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris les règles de base, on va essayer de regarder comment ça se traduit en termes de circuit, pour revenir à des choses qu'on connaît, dans lesquelles on est plus à l'aise. Et puis ensuite, on parlera un petit peu des logiciels, parce qu'une fois qu'on a fait du matériel, c'est de la radio logicielle, donc il faut qu'il y ait du code qui fasse du calcul. Donc on va expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et puis à la fin, je parlerai de trucs un peu plus avancés, donc les web SDR, les systèmes multi-antennes, voilà, des choses un peu plus exotiques. Ce sera pour la fin. Donc on va commencer par les choses un petit peu plus compliquées. Donc j'ai mis en rigolant, Nyquist, Shannon, Fourier et ses amis. Bon, c'est des choses que certains connaissent plus ou moins. Donc l'idée c'est d'essayer de vous amener, sans faire d'équations, il y en aura quelques-unes, je suis désolé, mais c'est de essayer de vous amener à comprendre les concepts et sur quoi ils reposent. Donc déjà, la toute première chose, c'est sur l'aspect historique, l'origine de la radio-logiciel, du concept radio-logiciel. C'est quelque chose qui existe, qui existait, on va dire, depuis longtemps, depuis qu'on fait du traitement du signal. La grande question, c'était le mot, Software Defined Radio, le concept en lui-même. La première fois qu'il a été mis sur la place publique, c'est par un chercheur américain qui s'appelle Joseph, si je ne dis pas de bêtises, Joseph Mitola, qui a fait un papier qui a expliqué en fait un petit peu le concept de la radio logicielle. Donc il a fait ça en 91. Donc évidemment, à l'époque, les ordinateurs étaient beaucoup moins puissants que ce qu'ils sont aujourd'hui. Et il avait fait un petit dessin dans son papier où en gros il dit voilà, l'idée générale c'est j'ai une boîte qui fait tout. C'est un logiciel qui fait tout le traitement du signal. Et puis d'un côté j'ai une antenne, je convertis les données, je les traite. Et globalement, de l'autre côté j'ai un monsieur au téléphone et lui il s'occupe pas de savoir ce qu'il y a dans cette espèce de boîte au milieu. Donc ça c'est la première fois que le concept a été posé. Et en fait il a fait cette prospective en se basant sur il a essayé de voir un peu, d'imaginer dans le futur ce qui serait possible. Et il a fait un pari en disant aujourd'hui, donc c'était en 91, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, il a dit, voilà, dans quelques années, on aura des convertisseurs analogiques numériques ultra rapides, donc finalement échantillonner les données en temps réel, ce ne sera pas un problème. En 91, on était à quelques centaines de kilohertz. Lui, il disait, sous 10 ans, on sera capable de faire des centaines de mégahertz sans problème. Sur quoi il ne s'est pas trompé. Le deuxième truc qu'il a dit, c'est la puissance de calcul. À l'époque, les PC, si vous vous souvenez, dans les années 90, les PC XT ou les PC de bas de gamme, c'était pas des choses très rapides. Et lui, il a fait le pari, à l'époque, de dire, sous 10 ans, 15 ans, on aura des machines suffisamment puissantes pour faire tout ça en temps réel. Bon, il était dans le domaine, mais il a quand même pris des risques, entre guillemets, mais ça ne suffit pas qu'il y ait à la fois de l'électronique et du logiciel qui permettent de le faire. Il a surtout aussi parlé de moyens
ça c'est un peu plus technique et architecture d'ordinateur, en disant, je pense que sous 10-15 ans, les ordinateurs en eux-mêmes seront aussi équipés de réseaux ultra rapides, de moyens de communication rapides, qui permettront que l'information circule bien entre ces différents blocs. C'est bien gentil d'avoir un convertisseur analogique numérique rapide, c'est bien gentil d'avoir un processeur rapide, mais il faut que tout ça, ça communique. Donc les bus et les outils d'interconnexion seront également rapides. Et puis enfin, mais là c'est un scientifique qui parle, donc à la limite c'était pas son problème à l'époque, il a surtout dit, il y aura un marché. C'est-à-dire que c'est bien joli d'avoir la technologie, mais si finalement il n'y a pas de clients, ça sert à rien. Et il a fait le pari aussi qu'il y aurait un marché. Bon, je crois qu'on peut admettre qu'aujourd'hui il ne s'est pas trompé, et donc c'est pour ça que son nom est resté associé, c'est la première fois qu'il y a un papier scientifique dans une conférence internationale qui dit, voilà le concept, voilà ce que ça va être. Donc ça remonte à 91, donc vous voyez qu'on n'a rien inventé, on est en 2017, ça a quand même déjà quelques années. Alors, en gros, c'est quoi l'idée générale? L'idée générale, c'est d'un côté, en fait, ce qu'on veut faire, c'est de se dire finalement, le hardware et l'électronique analogique, c'est trop compliqué, personne ne sait faire, c'est quelque chose de trop complexe. Donc finalement, on va essayer de limiter au maximum tout ce qui est analogique. Donc ce qui est représenté ici, le monde analogique, l'idée c'est que la frontière qui est en rouge, entre ce qui est analogique et ce qui est calcul, on va essayer de la déplacer le plus possible vers la gauche. En gros, on va essayer de faire un circuit où il n'y a rien dedans, un circuit analogique où il n'y a rien, et tout sera fait par le calcul. Donc le concept de départ, c'est de dire, j'ai une antenne, j'ai un peu de filtrage, on verra qu'il n'y en a jamais assez, il faut mettre du cuivre, donc une antenne, un peu de filtrage, des circuits de conversion analogique numérique, puisqu'il faut qu'on numérise le signal, et ensuite on fait du calcul. Et en gros, tout ça c'est un problème d'application. Donc si je veux de la BLU, j'ai une application qui fait de la BLU, si je veux du DMR, j'ai une application qui fait du DMR, si je veux du machin, du truc, j'ai une application qui fait du machin, du truc. C'est le concept de départ. Donc l'idée c'est de dire finalement tout ce qui est spécifique, c'est du traitement logiciel, et puis tout ce qui est analogique, je vais essayer de le faire le plus simple possible. Donc ça c'est vraiment le concept de départ. Alors évidemment, on va voir que cette frontière, elle n'est pas si simple. Et puis il y a un autre problème très bête, c'est que, alors ça c'est un constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que ça, c'est une compétence, savoir designer un circuit RF qui marche, je pense que dans la salle vous êtes tous d'accord avec moi, ça ne s'improvise pas. Savoir faire un logiciel qui fonctionne en temps réel, ça ne s'improvise pas non plus, mais c'est deux métiers différents. Et le souci qu'il y a généralement, c'est que quand ces deux métiers doivent se parler, il y a souvent des problèmes. Pardon ? Il n'y a pas de bus. Voilà, il y a pas, exactement, il y a un problème de bus, il y a un problème de culture. Et donc c'est compliqué. Donc, ce qui fait que souvent, en fait, on fait des choses qui ne sont pas forcément très judicieuses. Alors, est-ce que vous avez des commentaires ou des remarques avant que je continue, pendant qu'on est dans les généralités ou dans l'historique? Donc simplement, dans le monde amateur, c'est apparu récemment. Oui, oui, s'il te plaît. D'après les dates, en 1991, la norme GSM était déjà opérationnelle, on savait le faire fonctionner. Oui, mais c'était pas sous forme de c'était pas sous forme de logiciel, c'était de puce. En fait, dans les années 90, l'idée de départ, tous les traitements numériques informatiques étaient faits par des circuits spécialisés, des ASIC, des circuits gravés sur silicium. Mais c'était pas du logiciel. La grosse révolution, c'est le fait que le processeur soit capable de faire ces traitements en réel. Je vous en prie. A priori, ça ne va pas être ce matin. Je ne peux pas vous aider, je suis désolé. Oui, pardon. Oui, un peu plus d'aigu sur l'ampli. Alors, je vais reprendre un peu de main de la logistique locale pour ne pas faire de bêtises. Alors, je pense que ça doit être par là, les boîtes de... Qui c'est 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. On peut faire plus de... 1, 2, 3, non. 1, 2, 3, non, c'est tout droit. 1, 2, 3, ça change rien. Alors, on va laisser le chef ingénieur du son, il va revenir dans 2 minutes, on va le faire. C'est un peu trop bas? D'accord. Oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez préciser le terme temps réel? Vous avez utilisé 3 fois le terme temps réel. Mais je vais avoir l'occasion d'en parler plusieurs fois. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire temps réel? Ça ne veut pas dire immédiatement, ça veut dire dans un temps fini, connu, prédictif. Déterministe, merci. Effectivement, déterministe. Ça peut être 1 heure, hein. Si c'est déterministe, si c'est toujours 1 heure et jamais plus, c'est temps réel. Ça peut être 1 an, c'est temps réel. Là, la question, alors je vais prendre un exemple très bête, la télégraphie. On regarde le waterfall sur l'ordinateur, on voit un point apparaître, et à l'oreille, on entend le bruit. En fait, l'idéal du temps réel, c'est que ce qu'on voit à l'écran, ce qu'on entend, et ce qu'on mettrait à côté avec un récepteur analogique se passe en même temps.
C'est-à-dire qu'en gros, le temps de latence entre le moment où le signal arrive à l'antenne et le moment où on le perçoit, soit le plus court possible et soit constant. Et c'est en fait ça qui est assez compliqué. Donc, le temps réel tout court, l'idée principale, le temps réel, ça veut juste dire dans un temps, de façon déterministe, plus précisément. Ça dépend si c'est mou ou flou. Oui, oui, non, mais je ne vais pas rentrer dans ces considérations, pardon. mais effectivement, oui, tout à fait d'accord. Alors, on va parler un petit peu de traitement du signal. Alors, j'ai mis un petit pictogramme ici pour dire que c'était la partie un petit peu, le morceau dur à avaler, on va dire. En fait, c'est pas que c'est un morceau dur à avaler, honnêtement. C'est simplement que c'est la chose avec laquelle on est généralement la moins à l'aise. Donc c'est pour ça que je commence par ça. Donc là, je vais me livrer un exercice de vulgarisation qui n'est pas forcément simple. Donc là, surtout, n'hésitez pas à me couper la parole. Si c'est pas clair, je reprendrai. Est-ce que tu veux qu'on... 1, 2, 3, 4, 12. Non. Alors, la première notion qui est la plus importante, la notion de signal continu. Alors, bien entendu, par opposition au signal discret, dont je parlerai tout après, juste après. Alors, un signal continu, c'est quoi? Alors, je vais prendre un exemple très simple. Avant de prendre un exemple très simple, déjà la définition, c'est qu'il est continu si on le connaît à tout moment. Alors, dit comme ça, c'est quoi? Concrètement, ça veut dire que quel que soit, si je fais une analogie avec une idée d'un zoom, quel que soit le zoom que je mets, il y a toujours quelque chose à regarder. Donc continu, c'est sous-entendu qu'il est défini en tout instant. D'accord? Quel que soit l'instant. Donc ça, c'est extrêmement important. J'ai mis le quel que soit l'endroit où je regarde, on va en reparler après. Donc là, c'est vraiment la notion qu'au niveau temporel, quelle que soit l'échelle de temps, l'information qui arrive dans mon système, elle est toujours connue. Elle est toujours définie, elle existe toujours. D'accord? Ça, c'est la première idée. Donc j'ai pris quelques exemples. Donc un premier exemple, c'est la vitesse du vent, la température qu'il fait, quelle que soit l'échelle temporelle que je prends. Oui, sans faire de philosophie, quelle que soit l'échelle de temps que je prends, cette information, elle existe toujours. D'accord? Donc l'exemple simple, j'ai un capteur qui me délivre une tension, je mets un oscilloscope analogique, et quelle que soit l'échelle temporelle que je règle sur la vitesse de balayage de mon oscillo, sous réserve de la bande passante de l'oscilloscope, j'ai quelque chose à voir. Ça, c'est l'idée de départ. D'accord? Donc il faut retenir que ce qui arrive, le signal qui arrive, les signaux réels, les informations, ce qui passe ce qui arrive à l'antenne, c'est quelque chose qui continue, par définition. Alors maintenant, donc ça c'est clair, on va passer à une petite subtilité, c'est le signal discret. Ça veut dire quoi? Un signal discret. Alors la question que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit un signal continu, il est tout le temps défini. Donc la bonne question, c'est si je veux le mesurer, à quel moment il faut que je le mesure. C'est là que ça devient un petit peu plus compliqué. Parce que l'idée, c'est que nous, à un moment donné, on va bien se rendre compte que s'il est toujours défini, si je garde l'exemple de la température, finalement, la température, elle varie pas vite. La température de la pièce, je peux la mesurer toutes les microsecondes, toutes les femtosecondes, elle aura toujours une valeur, mais est-ce que ça m'intéresse de la connaître à cette cadence-là? Pas forcément. De la même façon, si je mesure l'intensité du soleil, l'intensité lumineuse du soleil, on voit bien, on a une petite... implicitement, on se rend bien compte que finalement, je peux la mesurer très souvent, mais c'est pas forcément utile. D'accord? Donc la bonne question, finalement, c'est pas forcément de savoir si l'information elle est définie tout le temps, mais c'est quand est-ce qu'il faut que je la mesure. Suffisamment pour avoir gardé la notion d'information sous-jacente. Donc c'est pour ça que je l'ai mise en rouge. C'est à quelle cadence, c'est-à-dire sous-entendu tous les combien de temps, il faut que je fasse cette mesure. Alors, c'est là que ça se complique, évidemment. Alors, donc j'ai parlé de signal continu, maintenant je dis finalement le mesurer tout le temps, il est défini tout le temps, je parle de signal discret, c'est-à-dire que en fait c'est la mesure qui est discrète, c'est pas le signal. Oui, pardon. Non, justement, je ne comprenais pas. Le signal discret, c'est quoi là, exactement? Je vais en reparler juste après. J'avance un petit peu, je reviens dessus. J'y vais par étapes. Ainsi, il est discret, en fait ce qui est discret c'est pas le signal, enfin, c'est pas l'accordeur physique, c'est la mesure qui est discrète. Si vous avez une autre façon de le dire, n'hésitez pas. Hein. Le but du jeu, c'est pas un cours, hein, c'est une discussion. Donc, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Oui. Moi, je dirais qu'il est discret si on exprime un numéro qui a une certaine échelle, c'est-à-dire une granularité. Oui. Je vais en reparler après. Je vais y aller par étapes parce que ce que tu dis, ça suppose qu'on parle de comment on fait la mesure. Alors que la façon de faire la mesure est liée à ce qu'on va faire de la mesure. Enfin, c'est un petit peu... donc ça, je vais y aller par morceaux. Donc, première chose, on a parlé de continu, on a la notion de dire que finalement, ce qui est important, on voit que derrière ça, il y a une notion d'information. Je vais pas trop détailler. J'arrive sur les signaux discrets, les signaux périodiques, pardon. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un signal périodique? Donc, il est périodique s'il se répète.
D'accord? Exemple concret, le jour, la nuit, exemple, enfin, voilà, des choses de la vie de tous les jours. Alors, il y a un petit truc qui va vous paraître élémentaire, mais qui est fondamental, c'est que pour que je sache qu'il est périodique, il faut que je l'observe suffisamment longtemps. Puisque l'idée qu'il est périodique, c'est que je vois qu'il se répète. Donc ça suppose que je l'ai observé assez longtemps pour voir qu'il y a une répétition. Si j'observe un phénomène pendant 1 an, et que la période du phénomène que j'observe elle est 10 ans, je ne peux rien conclure. On est bien d'accord. Donc on voit bien, implicitement, on voit arriver, pourquoi je vous parle de ça? J'essaie d'introduire l'idée de cette fameuse notion de fréquence d'échantillonnage et de trucs que vous connaissez, on vous dit qu'il faut échantillonner 2 fois plus vite que. D'où ça vient? Perdez pas de vue que si vous observez un certain temps, ce que vous voyez, c'est que ce qui a changé pendant le temps de l'observation. Je vais faire un parallèle sans faire de polémique. On parle de climat, on dit le climat a changé, tout fout le camp, les saisons changent. On est bien, on essaye d'extrapoler un truc. Alors, je dis pas qu'ils ont raison ou tort. Simplement le débat, c'est de dire on observe un phénomène pendant un certain temps et on essaye d'extrapoler ce qui s'est passé en dehors du temps qu'on a observé. On voit bien qu'il y a un petit souci. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver, mais on voit bien qu'il y a un problème. Donc ce qui est fondamental, c'est qu'on pourra observer, on pourra déterminer la période que des périodes qui sont plus courtes que le système, que le temps d'observation. D'accord? Ou pas? Ça vous choque? Non, ça vous choque pas. Donc, la plus grande période qu'on pourra observer, c'est forcément la moitié du temps d'observation. Ok? Ouais? Non? Vous êtes convaincus? Je suis désolé, hein, je commence par des trucs qui vont paraître simples, mais on va en rajouter au fur et à mesure à chaque fois. Donc la période maximum observable sur un temps T, c'est la moitié du temps. C'est T sur 2. Ok? Alors, j'ai parlé de signaux périodiques. Donc je vais prendre un exemple de signal périodique qu'on connaît bien. Enfin, qu'on connaît bien. C'est le signal sinusoïdal. J'ai mis des formules, c'est parce que c'est un copier-coller d'une page web. Hein. On s'en fout pour l'instant. Donc un signal sinusoïdal, voilà, il a une tête que vous connaissez bien. Si vous regardez un oscilloscope, j'aurai l'occasion d'en parler. Et sa période, donc là j'ai un exemple de la période, on voit qu'il passe par un point haut, il redescend, il remonte. Et la période, c'est le temps qui se passe entre 2 positions identiques. Point haut, point bas, 0, ce que vous voulez, la période. Donc ici, il a fallu que je l'observe plus longtemps qu'une période pour pouvoir mesurer sa période. On est d'accord? Ok. Alors, qu'est-ce que disent ces messieurs Nyquist et Shannon? Là, j'y vais un peu brutalement, je suis désolé, mais il y a des choses qu'il faut admettre. Donc le théorème de Shannon, il dit quoi? Vous allez voir après par quoi ça se traduit directement. Il dit, si un signal ne contient pas de fréquence supérieure à 1 sur T, je vais y revenir, ne vous inquiétez pas, il est alors complètement déterminé si on prend 2 mesures pendant T. C'est exactement ce que j'ai dit juste avant, mais écrit autrement. J'ai dit tout à l'heure, on observe pendant T, la plus grande période qu'on peut voir, si le signal est périodique, c'est T sur 2. D'accord? La période et la fréquence, à une inversion près, c'est la même chose. Ok? La fréquence, c'est l'inverse de la période. Vous êtes toujours d'accord? Vous êtes toujours là? J'en ai pas perdu trop. Ok? Donc cette limite, donc on voit bien que cette limite de temps, c'est celle qu'on appelle la fréquence de Nyquist, c'est un maximum. On peut pas aller, à partir de 1 sur T, ça marche plus. On ne sait plus dire. C'est exactement ce que j'ai dit juste avant. On a un temps d'observation. Donc si j'observe pendant une seconde, la période plus grande que je peux voir, c'est 0,5 secondes. Je redis exactement ce que j'ai dit avant, dit autrement. On est toujours d'accord? Ok. Donc, il faut 2 mesures pour connaître le signal. Vous êtes toujours d'accord? Qu'est-ce qui vous fait sourire? Ah oui, c'est le... Sur la période, on est capable de déterminer ce que c'est comme signal? Presque. Il manque un a priori, qui est de savoir quelle est la forme du signal. Je vais y venir. Presque. Pour l'instant, j'ai juste dit, la théorie dit qu'il en faut 2. Mais finalement, on y vient, justement. J'y vais par étapes volontairement parce que c'est un truc vicieux. En fait, il y a plein de choses qui découlent de ça. Donc 2 pour savoir que c'est un signal périodique. Exactement. Mais je ne sais pas ce que c'est comme signal. Il est périodique. En fait, il m'en faut au moins 2. C'est ce que dit Nyquist. La théorie dit qu'il en faut 2. Ok? Bon. Donc sur un temps T, il me faut 2 mesures. Vous êtes d'accord? Vous voyez comment ça arrive, l'histoire de fréquence d'échantillonnage et de machin. Vous voyez que finalement, c'est pas très compliqué, mais je vous fais pas la démonstration du théorème de Shannon. Hein, je suis même pas sûr que je sois capable de le faire honnêtement. Alors, j'ai dit, pendant un temps T, il me faut 2 mesures. Bon, ben, je coupe T en 2. T sur 2. Ben, il me faut 2 mesures pendant T sur 2. Oui. Ok? Je coupe en 2. Ben, à chaque fois que je coupe en 2, il me faut toujours 2 mesures. D'accord? Donc finalement, je vais me retrouver. Alors, en fait, ce que j'essaie d'expliquer ici, c'est pourquoi on fait de l'échantillonnage régulier.
Alors, on n'est pas obligé de faire de l'échantillonnage régulier, mais en fait, ça arrange sur beaucoup de choses. Donc, l'idée, c'est que si je coupe en deux, donc je fais 2 mesures, ben, je peux mesurer la période max c'est T. Si je coupe en deux et que je refais, donc j'ai fait 4 mesures régulièrement espacées, dans ce cas-là, je vais me retrouver avec des périodes T, T sur 2. Okay, si je recoupe en deux encore, je vais faire T, T sur 2 ou T sur 4. Et ainsi de suite. Et je m'arrête. À chaque fois, je recommence, je coupe en 2, je coupe en 2, je coupe en 2, etc. Donc juste pour prendre un exemple, si je fais 100 mesures régulièrement espacées toutes les microsecondes, là on va rentrer sur des choses un peu plus concrètes, j'ai observé pendant 100 microsecondes, 100 fois le micro, ok, jusque-là d'accord. Donc ce qu'on a dit avant, c'est que la période maximum observable, c'est 50 microsecondes, hein, la moitié de 100 micros, ok. Et en fait la période minimale, c'est 2 micros, 2 mesures. Si je répète le process d'avant en divisant par 2, et à un moment donné, je suis coincé. Donc on voit que d'après ce qu'on dit là-dedans, en échantillonnant un signal, en faisant 100 mesures à 100 microsecondes, je suis capable de voir ce qu'il y a comme signal dedans, de 20 kHz à 500 kHz. Vous êtes d'accord? Ouais, ça vous choque pas? C'est simplement on divise en deux, on cherche à partager à chaque fois. On fait juste le process qu'on répète. Jusque-là, d'accord? Ok. Bon, finalement, Jean-Louis, tu peux... Peut-être on n'aura peut-être pas besoin de tout l'aspirine qu'on a mis dans le coffre. Ah, il a eu peur quand il a vu ça. Donc, simplement, ce que j'essaie de vous expliquer ici, c'est que si on fait un échantillonnage régulier, donc en divisant par 2 par exemple, on s'en sort bien. En vrai, on n'est pas obligé de faire un échantillonnage régulier, mais ça va revenir sur la question que vous posiez tout à l'heure, sur comment on fait pour attraper nos petits. Donc, ce qu'il faut se souvenir simplement, c'est que finalement, il faut 2 mesures. Ok? C'est fondamental. 2 mesures pour pouvoir caractériser, il faut 2 mesures pendant un temps T, pour pouvoir caractériser ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, maintenant, petite nuance supplémentaire, je vais vous parler d'harmonique. Bon, ça, je pense que vous connaissez tous. Un harmonique, c'est simplement un signal dont la période est plus courte. D'accord? Donc là, j'ai pris quelques exemples. Si je mets le laser sur l'écran, vous n'allez pas voir grand-chose. Voilà, la fondamentale, 2e harmonique, 3e harmonique, 4e, 5e, 6e, etc. etc. D'accord? Donc c'est simplement des multiples, entiers. Ok? C'est quoi le rapport avec le beefsteak? J'y arrive. Le truc intéressant, c'est qu'on peut combiner ces signaux harmoniques. Ok? Donc j'ai pris quelques exemples ici. On fait, là, vous avez la fondamentale, l'harmonique 2 en rouge, l'harmonique 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Quand on combine ces harmoniques, on peut faire des signaux qui ne sont pas du tout ceux de départ. Donc là, ce n'est pas des exemples choisis au hasard, évidemment. Donc là, j'ai pris 2 exemples. Alors, désolé pour les machins. Suivant les mêmes harmoniques, suivant comment je les combine, je peux faire un signal carré ou un signal triangulaire. Donc j'ai simplement pris des signaux sinusoïdaux, j'ai pris les harmoniques, et en les ajoutant, en les combinant entre elles, donc en prenant par exemple la fondamentale et l'harmonique 3 avec une intensité d'amplitude divisée par 3, par exemple, plus l'harmonique 5 divisé par 5, plus l'harmonique 7 divisé par 7, plus ainsi de suite, je fais un signal carré. Donc j'ai simplement, donc là ce que je suis en train d'essayer de vous montrer, c'est que finalement en combinant de façon intelligente des signaux sinusoïdaux périodiques, je fais des signaux qui sont périodiques, mais qui sont plus sinusoïdaux. Ok? Donc, exemple, signal carré ou signal triangulaire. Alors, on peut faire tout ce qu'on veut avec. D'accord? Donc finalement, ce que je suis en train de dire, c'est qu'en combinant comme il faut, alors évidemment, le comme il faut, ça ne s'improvise pas. Mais si je choisis bien les coefficients de combinaison, en partant d'une bibliothèque de départ de signaux sinusoïdaux de périodes multiples les unes des autres, je vais pouvoir fabriquer des machins qui sont plus du tout sinusoïdaux, mais qui restent périodiques. Forcément. Toujours d'accord? Alors, il y a juste une petite subtilité, c'est que je peux combiner des signaux périodiques, je peux faire n'importe quoi sauf des sinusoïdes. Pas de bol. Mais j'en ai pas besoin puisque je les avais déjà de départ. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en prenant un Lego de base, qui sont des fonctions sinusoïdales, des signaux sinusoïdaux, harmoniques, en les combinant de façon intelligente, avec ce Lego, ce mécano, je vais construire des trucs qui sont plus du tout des sinusoïdes. D'accord? Ok. Alors, effectivement, j'ai mis en remarque ici, c'est que, alors vous avez peut-être entendu parler des transformés en ondelettes, des trucs bizarroïdes. Ça vous dit peut-être quelque chose. Ben, les ondelettes, c'est pas des sinusoïdes, c'est des trucs carrés. Mais c'est le même principe. L'idée de départ derrière ça, la notion mathématique qu'il y a derrière, c'est qu'on a un ensemble d'objets qui sont... ces sinusoïdes-là, c'est une bibliothèque de départ, ce qu'on va appeler une base, et ensuite on va les combiner pour construire des signaux plus compliqués, en faisant des combinaisons de ces signaux de base. Ok? On fait des assemblages, et en les assemblant de façon astucieuse, on va construire des signaux avec. Donc là, ce qu'on a fait, c'est un process de combinaison. Évidemment,